Aujourd'hui au sommaire, est-ce qu'Apple nous prend toujours pour des gogos? Est-ce que Mounir Majoubi ne fait que des promesses? Et est-ce que dans la DevTech, c'est la mort qui est l'avenir de la tech ou la tech qui est l'avenir de la mort? Alors une grosse tendance en ce moment, c'est la réalité augmentée. Alors je ne vais pas vous parler d'Amazon à chaque fois, mais n'empêche que ça y est, il y a 2 jours, Amazon a mis en place une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée dans son application pour pouvoir placer chez vous les meubles que vous allez acheter chez Amazon. Copiant au passage ce que fait Ikea depuis 2013. Bon. Alors personnellement, moi ce que je préfère dans la réalité augmentée aujourd'hui dans le retail, ça reste quand même ce que fait Lego. Facebook, Google et Twitter sont en ce moment même écoutés par le Sénat américain à propos de leur implication dans la politique russe de désinformation qui a touché les États-Unis lors de la campagne présidentielle. C'est la sénatrice démocrate de Californie, Dianne Feinstein, qui s'est étonnée de ne pas avoir vu les dirigeants des entreprises incriminées. Pas de Zuckerberg, pas de Larry Page et pas de Jack Dorsey. Pourtant, elle leur a précisé, je cite, « Nous n'allons pas en rester là, messieurs. Cette affaire est très grave. » Alors on peut remarquer quand même que les 3 entreprises ont changé d'attitude par rapport à leur comportement de début d'année, où elles étaient plutôt à dire « Oh là, nous on n'y est pour rien, nous sommes des réseaux sociaux, nous ne faisons que laisser circuler l'information. » Il y a maintenant 2 semaines que les entreprises ont commencé à faire leur coming out. Facebook, propagande qui a atteint 126 millions d'utilisateurs via une campagne de publicité. Google a identifié 1000 vidéos liées aux Russes qui ont été uploadées sur YouTube. Et enfin, Twitter a reconnu que des bots connectés aux Russes a eu 288 millions d'impressions. Et pendant ce temps-là, sur la planète B, vous savez, c'est le surnom de Wall Street, rassurez-vous, tout va bien. Le cours de l'action de Facebook a atteint un niveau historique à 182,69 $. Le cours de l'action de Google s'est approché de son niveau le plus haut historique. Et enfin, même Twitter, sérieusement, même Twitter va plutôt pas mal, à une action à 21 $. Alors on a beaucoup parlé d'Apple cette semaine pour 2 raisons. La première raison déjà, c'est le licenciement de l'un de ses ingénieurs, Ken Bauer, qui a été licencié après 4 ans et demi d'ancienneté pour avoir laissé sa fille, Brooke, filmer son prototype d'iPhone X à la cafétéria d'Apple. Alors en même temps, c'est un petit peu la famille à neuneux, parce que regardez le type de vidéo que partage Brooke. Si je vous dis 1159 € pour 64 Go et 1329 € pour 256 Go, à quoi vous pensez? Vous êtes connecté, vous savez que l'iPhone X est sorti cette semaine. Alors je pense que vous avez dû voir passer ces vidéos de journalistes qui essayent de se prendre en photo sur un trampoline ou qui essayent de prendre la reconnaissance faciale par défaut en essayant de faire fonctionner le téléphone d'un jumeau avec un autre jumeau ou qui essaient de faire fonctionner leur téléphone avant et après s'être rasé la barbe. Beaucoup de journalistes insistent sur le fait que 1329 € pour un téléphone, soit 1800 $, c'est juste hors de prix. Eh bien personnellement, je pense que au contraire, c'est plutôt donné et qu'ils auraient pu le vendre bien plus cher. Parce qu'aujourd'hui, c'est évident, Apple est devenu maître dans ce qu'on appelle l'économie comportementale. Face à un achat, nous pouvons avoir 2 comportements différents. Le premier est un comportement rationnel, dans lequel nous allons réfléchir à la substitualité de l'appareil, de la voiture, de la machine à laver que l'on veut remplacer. Ah, c'est vrai ça! C'est-à-dire qu'on va faire une liste des pour et des contre par rapport à l'argent que ça va coûter, par rapport aux avantages qu'on va avoir de l'appareil que l'on veut remplacer. Bon, alors je vous rassure, cette approche-là ne compte que pour 5 ou 10% des achats que l'on peut faire. La seconde façon d'acheter est beaucoup moins rationnelle et est beaucoup plus dirigée par notre quête d'identité ou de sens, par nos émotions, que par une liste de pour et de contre. C'est cette approche non rationnelle à laquelle s'intéresse beaucoup l'économie comportementale. Alors dans cette économie comportementale, vous avez de grosses ficelles que vous connaissez tous, mais dans laquelle on se fait tous avoir. Par exemple, de penser que plus le prix est élevé, plus on va avoir un appareil de qualité. Le consommateur Apple a peut-être parfois la mémoire un peu courte, l'antenna gate, le bend-gate, les problèmes de couleur des écrans. Bref, rappelez-vous qu'il faut toujours attendre 3 mois avant d'acheter un nouveau produit Apple. Et Apple mise sur les 2 versants, le côté rationnel de la substitualité et le côté non rationnel de l'économie comportementale. Commençons avec celui-ci.
Acheter un téléphone à 1329 € n'est pas rationnel. Vous n'achetez pas un téléphone à ce prix-là. Vous achetez une image, une identité, une philosophie, peu importe, en tout cas vous n'achetez pas un téléphone. Et là où Apple est très fort, c'est que même envers ceux qui pensent faire un achat rationnel en remplaçant leur téléphone, selon le principe de la substituabilité dont je vous ai parlé à l'instant, même eux sont sujets à l'économie comportementale. Commençons avec la gamme d'iPhone. Vous remarquez que l'époque où un iPhone chassait l'autre est terminée. Aujourd'hui, nous avons 4 générations d'iPhone vendues sur l'Apple Store côte à côte. L'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Peu importe ce qui s'est passé pour l'iPhone 9. Maintenant, regardons la courbe d'adoption de l'innovation. Vous connaissez sans doute entre les lagardes à droite, qui sont les jet lagged, ceux qui vont remplir leur caddie d'ampoules à baïonnettes le jour où les magasins ont arrêté de vendre des ampoules à baïonnettes. Et tout à fait à gauche, vous avez les early adopters, ceux qui sont à la recherche de la nouvelle technologie, de la nouveauté. Maintenant, collons la gamme d'iPhone sur cette courbe de l'innovation. Et là, on voit clairement la stratégie d'Apple. La stratégie d'Apple n'est pas de vendre de l'iPhone 10, c'est de vendre de l'iPhone 7, voire de l'iPhone 8. Aujourd'hui, Apple se concentre sur les 30 à 35% de possesseurs d'iPhone qui ont un téléphone qui a au moins 2 ans. Parce que la machine s'est grippée. La machine s'est grippée au niveau de l'iPhone 6, au passage entre l'iPhone 6S et l'iPhone 7, à cause de l'absence de cette foutue prise casque, la fameuse prise jack 3,5 mm. Ok. C'est-à-dire que aujourd'hui, les lagardes, les jet lagged, ceux qui refusent de passer à la nouveauté, ce ne sont pas des grands-parents, ce ne sont pas des gens complètement dépassés et has-been. Ce sont des journalistes en tech, chez Wired ou Gizmodo, qui restent attachés à cette prise de jack. Donc aujourd'hui, la stratégie sur les iPhones pour Apple, c'est pas de vendre de l'iPhone 10, c'est de faire passer ses possesseurs d'iPhone 6 à l'iPhone 7 ou l'iPhone 8. Et pour cela, regardez les prix. Il y a exactement 50% de différence de prix entre l'iPhone 7 et l'iPhone 10. Vous faites quoi le matin? Je vous pose cette question parce que le sujet des routines matinales est à la mode. Regardez par exemple les podcasts de Tim Ferriss qui interviewent des sportifs, des acteurs, des entrepreneurs et qui leur posent toujours les mêmes questions du style « Quelle est la première chose que vous faites le matin? Qu'est-ce qui vous rend plus créatif et innovant que la moyenne ?» Regardez également le dernier ouvrage qu'il a publié, Tools of Titans. Vous pouvez également lire le blog de Maria Popova, Brent Pickens, qui va décortiquer les routines de personnes connues. Le dernier projet en date provient de l'acteur que vous connaissez peut-être de la série des Batman, Joseph Gordon-Levitt, qui via son entreprise Hit Record a demandé à sa communauté de créatifs. C'est une communauté un petit peu dans le sens de Kickstarter, dans lequel vous participez à un projet collectif, sauf que là, plutôt que de donner de l'argent, vous donnez du temps en vidéo ou en écriture. Et qui a donc lancé le projet auprès de sa communauté, un projet auquel n'importe qui peut participer, de partager ses routines matinales. Sur le front des énergies renouvelables, très bonne nouvelle et très mauvaise nouvelle. Le 28 octobre dernier, l'Europe a battu son record de tous les temps de production d'énergie renouvelable et atteint 24,6% d'énergie produite, notamment grâce à l'éolien. Ceci à cause de l'ouragan Erward qui a traversé l'Europe du Nord et au passage tué 4 personnes en Pologne et en République tchèque. Alors il faut ramener ces 24,6% d'énergie renouvelable produite avec les 50% d'énergie renouvelable produite quotidiennement en Allemagne et aux 100% qui sont produites au Danemark. D'ailleurs, le 28 octobre, lors du passage de l'ouragan, le Danemark a produit 109% d'énergie renouvelable. Dernière brève, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, vous savez, c'est le ministre qui est encore plus jeune que Macron, a donné une interview aux Parisiens dans le cadre de la French Tech pour parler de ses projets concernant le numérique dans les entreprises. Alors, on écoute Mounir de près parce qu'il propose pas mal de choses assez intéressantes. Bon, on va oublier qu'il a planté 4 boîtes sur 5 dans sa carrière pour s'intéresser à ce qu'il propose. Premièrement, un nouveau fonds d'investissement spécialisé dans les startups technologiques. Il a également proposé un observatoire des pratiques des plateformes, donc les Uber, les Amazon et compagnie, pour surveiller notamment leurs pratiques sociales. Également, il aimerait changer la philosophie de l'économie donc de ces plateformes, donc toujours les mêmes, Amazon, Apple, qui ne cherchent qu'à se voler des clients qu'il appelle prisonniers. Et qu'en fait, chaque concurrent, Amazon ou Google, ne propose avec leur assistant que de vous maintenir encore plus prisonnier.
Donc, à mon avis, c'est quand même la base de l'économie. À voir. Il nous a également prévenu que le président allait bientôt nous présenter sa stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, il était temps. D'ailleurs, il est en train de travailler sur le sujet avec Cédric Villani. Le secrétaire d'État a également annoncé qu'il allait lancer le Startup Tour, on se dit tout, pour aller rencontrer des chefs d'entreprise, notamment de PME, dans une quinzaine de villes de France. Donc l'idée, c'est d'identifier les compétences que ces entreprises manquent et de travailler en parallèle avec le ministère de l'Intérieur pour réfléchir aux moyens que l'on pourrait avoir de faciliter le recrutement d'étrangers pour combler ces métiers en tension. Alors là, je dis bonne chance, parce qu'aujourd'hui, tous les métiers sont en tension. Enfin, la mesure choc de l'interview, celle qui a fait les gros titres, il a annoncé qu'il travaillait en ce moment avec Philippe Araou, le président d'honneur de l'Ordre du Conseil des experts comptables, sur une réflexion de création de plateformes pour 2018 liées au numérique, dans lequel n'importe quel dirigeant de PME pourrait avoir accès à des conseils, à des budgets et évidemment à des outils et des prestataires pour faire un pas décisif vers le numérique. Et là, son objectif est clair, aider au moins 1 million d'entreprises à faire leur premier pas dans le numérique. Concernant les événements, commençons avec les événements passés, avec la conférence Hello Tomorrow qui a eu lieu la semaine dernière. Alors Hello Tomorrow, c'est Olivier Ezrati qui appelle ça l'auberge espagnole de l'innovation scientifique. Donc ça vous donne un petit peu une idée. C'est un panel de scientifiques qui viennent en 20 minutes présenter leurs travaux. Donc dans les sujets relevés notamment par Olivier Ezrati, nous avons par exemple John Bradford de Spaceworks qui est venu expliquer comment est-ce qu'il comptait faire hiberner des cosmonautes dans les voyages interstellaires. Donc en gros, c'est en vous maintenant à 29 degrés et en vous intumant directement dans l'estomac pour la nourriture. Nous avons également eu Stuart Russell, qui est l'un des inventeurs de l'intelligence artificielle, qui est venu nous présenter ses travaux. Et il a également participé à une table ronde avec Cédric Villani et Laurent Alexandre, ouais, encore lui. Et également Soren Straub de Sparrow Quantum qui est venu nous expliquer les enjeux des ordinateurs quantiques et la difficulté qu'ils rencontrent pour créer des qubits. Dans les événements à venir, le 6 novembre aura lieu la .go, un événement à la TED pour les développeurs. Le 8 novembre, journée un peu compliquée. Vous avez d'un côté la soirée de l'Observatoire de la relation start-up grande entreprise au siège de la Poste et en même temps, demain, Silicon Valley contre France, organisé par la BPI et NetVibes. Ça sera à la BPI France, boulevard Haussmann. Ensuite, le 9 novembre, en attendant 360 possibles qui aura lieu à Brest la semaine suivante, je vous en parlerai la semaine prochaine, vous pourrez vous faire les dents sur cet événement sur le tourisme et le numérique à Lannion. Vous pouvez aussi rester à Paris le 9 novembre pour vous rendre au 13e totem pour réfléchir de nouveau avec la BPI à l'avenir du retail. Est-ce que vous connaissez la food tech qui s'intéresse aux technologies de l'alimentation? Est-ce que vous connaissez la fintech qui s'intéresse aux technologies du financier? Est-ce que vous connaissez les proptech qui s'intéressent aux technologies liées aux agences immobilières et à la vente de maisons? Maintenant, est-ce que vous connaissez la devtech? Donc l'entreprise à suivre aujourd'hui, c'est Advitam. Advitam est une agence classique de pompes funèbres qui va un petit peu plus loin en proposant d'abord des prix cassés sur les crémations ou les enterrements. Donc, par exemple, la crémation est à 2000 au lieu de 2008 et l'enterrement est à 4000 au lieu de 8000, profitez-en, mais qui va beaucoup plus loin en proposant comme service gratuit aux familles de s'occuper de fermer les comptes des réseaux sociaux du défunt ainsi que ses abonnements, Sécurité sociale, EDF, etc. Alors c'est une information qui tombe à point nommé parce que cette semaine, le site d'information Splinter News s'est amusé à calculer à quel moment est-ce que sur Facebook, il y aura plus de gens morts que de gens vivants. Et ils ont calculé, en fonction de le nombre de décès par an et le nombre de personnes inscrites sur Facebook, que ce sera en 2098. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet et un vrai vide juridique aujourd'hui. Que se passe-t-il à votre compte Facebook et Twitter quand vous décédez? La tendance de la semaine, c'est la cobotisation. Alors que tout le monde, en ce moment, cherche à nous faire peur avec la robotisation et l'automatisation qui vont nous voler notre travail à très courte échéance, la cobotisation considère qu'il est possible pour un robot et un humain de travailler de façon collaborative, main dans la main si j'ose dire. Il y a 3 formes de cobotisation. Le premier type de cobotisation, ce sont les exosquelettes, qui augmentent les capacités humaines pour des tâches pénibles. C'est ce qu'on appelle également l'augmentation.
Le second type de cobotisation, ce sont les bras articulés qui réalisent une opération complémentaire à celle d'un être humain, trop précise pour être réalisée par un être humain ou trop dangereuse, comme le propose le bras articulé de Universal Robotics. Le troisième type de cobotisation, ce sont les unités autonomes, telles que les utilise Airbus. Ces unités permettent d'apporter une réelle assistance à l'inspection qui permet de gagner en rapidité et en fiabilité. En fait, c'est comme faire du coworking avec un robot. Et d'ailleurs, l'Europe est sur le coup. Dans le cadre du projet HORSE, effectivement, l'Europe est en train de chercher à faciliter le déploiement de la robotique collaborative en Europe. Je vous invite à aller voir leur site web. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste juste à vous remercier d'être resté jusque-là, à vous dire que la Suisse est toujours championne du monde de l'innovation, et à la semaine prochaine.